Aujourd'hui, je vais te livrer les secrets de l'université des hauts potentiels pour répondre à de nombreuses questions qu'on a reçues. Ça va te permettre aussi, si tu es coach, si tu es thérapeute ou que tu veux le devenir, de mieux comprendre par quoi commencer, quelles sont les embûches et surtout à quoi t'attendre. Je te réserve quelques petites anecdotes qui sont un petit peu croustillantes. Donc, on va répondre aux questions. Comment est-ce que tu as commencé, ton parcours, les obstacles de ta carrière, le rapport à l'argent, le premier rapport au monde du travail, est-ce qu'on s'en sort financièrement, bref, plein de petites questions qu'on a reçues et on va faire ça, on va te donner les informations dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent devenir élève de l'Université des hauts potentiels en téléchargeant une première formation offerte qui t'apprend à canaliser ton haut potentiel pour t'épanouir avec ta douance. Tu recevras aussi mes vidéos privées complémentaires dans lesquelles je donne beaucoup plus de détails pour appliquer mes conseils. Ces vidéos sont réservées uniquement pour les élèves. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Ou bien tu tapes udhp.fr dans ton navigateur web. Fais-le maintenant. Alors, aujourd'hui, si tu n'es pas coach, si tu n'es pas thérapeute, ça va peut-être pas te parler parce que là, on va vraiment parler du métier de coach, de thérapeute, de mon parcours, de la naissance de l'Université de Haut Potentiel, un petit peu tout le background, un petit peu secret, dont on ne parle quasiment jamais. Donc si ce n'est pas ton truc, c'est pas grave, laisse la vidéo, tu regarderas une autre vidéo pour ceux qui ont des problèmes de haut potentiel ou de victimes avec les pères narcissiques. Mais pour ceux qui sont intéressés, pour les coachs, thérapeutes ou en devenir, ou pour ceux qui se posent des questions, eh bien on va répondre à beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, si tu es coach, thérapeute, et que tu as peut-être peur de te lancer ou de développer un petit peu plus ton activité, tu vas avoir des réponses parce que tu peux être un petit peu angoissé aujourd'hui et c'est normal en te disant quels sont les obstacles de ce métier, quels sont les obstacles de cette thématique. Et surtout, tu peux avoir quelques frustrations par rapport à l'argent en te posant des questions, en te disant peut-on encore gagner de l'argent en étant coach thérapeute, vu le nombre de coachs ou de thérapeutes qui pullulent aujourd'hui sur le web, vu aussi la crise économique qu'on nous annonce, vu un petit peu l'angoisse liée à la guerre et l'avenir, tout ça, est-ce qu'on peut encore avoir une activité florissante? Et surtout, aussi, tu peux te poser des questions par rapport à l'argent, et on va en parler dans cette vidéo. Est-ce que c'est bien mal de gagner de l'argent en faisant cette activité? C'est tous les problèmes que justement on va développer dans cette vidéo. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Petite mise en garde pour ceux qui ne sont pas à l'aise pour parler d'argent. Parce qu'effectivement, il faut être à l'aise. L'argent, c'est une énergie. Premièrement, c'est une énergie qui doit circuler pour que tout le monde en profite. C'est aussi une énergie pour créer des projets. Si l'argent est un but final, gagner de l'argent pour gagner de l'argent, effectivement, c'est pas ma philosophie. Mais quand on gagne de l'argent pour créer des projets ambitieux, là, ça devient intéressant. Et troisième élément à prendre en compte dans la mise en garde par rapport à l'argent, alors là, je vais te demander de me croire, mais après on va en parler, l'argent ne transforme pas en bien ou en mal les gens qui en ont. L'argent est un multiplicateur de ce que l'on est déjà. Si tu es quelqu'un de malhonnête, agressif, l'argent va multiplier tout ça. Si tu es quelqu'un d'honnête, d'éthique, de bienveillant, ça va encore plus multiplier ça. Mais ça ne transforme pas de l'un vers l'autre. Bon là, je te demande de me croire par expérience, mais on va en parler. Il faut aussi comprendre dans cette petite mise en garde qu'à partir du moment où on revêt une casquette d'entrepreneur ou d'indépendant, coach, thérapeute, on est obligé de jouer à l'équilibriste entre ce qui est bon pour la survie de l'entreprise, de son activité, et ce qui est bon pour les clients, les patients, ce qu'on appelle la patientèle. Et
on doit faire des compromis entre ce qu'on aimerait faire en tant que coach et thérapeute et ce qu'on peut faire avec les patients et clients. Parce qu'il y a une grande différence entre ce que veut le client, veut le patient, et ce que tu sais, toi, qu'il a vraiment besoin. Et c'est là que parfois on a divergence, parce qu'en général, les gens veulent quelque chose, mais ce dont ils ont besoin, c'est quelque chose de plus profond. Et il faut savoir, de manière diplomatique, andragogique, amener tout ça pour le bien du patient, le bien du client. Donc, petite mise en garde, terminée, parenthèse refermée. Donc, les questions qu'on a reçues et qui reviennent souvent, c'est quels sont tes débuts, comment as-tu commencé, quel est ton parcours? Alors déjà, je te renvoie vers, je crois qu'il y a 3 vidéos qui sont regroupées sur une page avec tous les chapitrages, tout ça. Tu auras les liens en description de cette vidéo ou du podcast qui donnent beaucoup d'informations déjà. La première vidéo s'appelle « Qui est Siegfried C et est-ce que tu peux être multipotentiel comme lui ?» Deuxième question, c'est la grande FAQ, la grande série de questions « Es-tu hypersensible ?» Et la troisième vidéo, c'est la FAQ numéro 2, c'est « As-tu souffert de ton hypersensibilité pendant ton enfance ?» Et là, je donne beaucoup de détails sur mon parcours, vraiment en détail. Donc, si tu veux en savoir plus, c'est là. Mais on va faire un petit résumé aujourd'hui. Donc, pour commencer, il faut comprendre que j'ai un CV. Alors, je parle de moi, mais c'est pour que ça fasse écho avec toi. Hein. C'est pas moi qui vais me gargariser de ma vie. Hein. C'est pour que ça fasse écho. J'ai un CV professionnel typique des hauts potentiels. Qu'est-ce que ça veut dire, un CV pro typique des hauts potentiels? Ça veut dire que c'est un CV très éclectique. Il y a de tout sur mon... Enfin, pas de tout, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses sur mon CV. Et c'est pas dans une seule thématique. Il y a beaucoup de thématiques. Et faut l'avouer, hein, faut te l'avouer, j'ai eu honte pendant longtemps de ce CV. Parce qu'on entend toujours dire, il faut dans ton CV, quand tu le montres à des employeurs, que ce soit toujours assez régulier, qu'il n'y ait pas de tranche où tu ne travailles pas, il ne faut pas s'éparpiller pour croire que tu fais... j'en avais un petit peu honte, mais aujourd'hui, je peux te dire qu'avec le recul, j'en suis fier et je le revendique. Et je conseille aux hauts potentiels de revendiquer ce CV qui est très éclectique. Alors, pour te faire rapide, quand j'étais tout jeune encore au lycée, avant de rentrer dans une carrière, enfin dans une, on me dit ça, une filière spécifique, je me destinais à l'audiovisuel. Mon père est un passionné de cinéma, moi aussi, donc je me suis dit, je vais faire carrière dans l'audiovisuel. On m'en a dissuadé. Avant ça, quand j'étais petit, je voulais faire archéologue. Le conseil d'orientation, on m'en a dissuadé aussi. Merci les conseils d'orientation. Bref, je voulais aller dans l'audiovisuel. J'ai commencé, c'était pas vraiment ce qui... J'ai eu une petite désillusion par rapport à ça. Et comme j'étais dans le sport, et que je suis, à cette époque-là, j'étais un sportif de haut niveau en équipe de France d'aviron, eh bien j'ai décidé d'enseigner le sport, et c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai enseigné le sport de haut niveau, l'aviron, à des jeunes athlètes. Mais je me suis rendu compte que c'était pas une finalité, je ne me voyais pas comme ça grandir, évoluer, vieillir même dans ces conditions-là d'entraîneur sportif d'aviron, c'est des conditions assez dures. Donc, j'avais d'autres passions, j'ai eu une carrière ensuite de photographe, et notamment de photographe sportif, j'étais dans le sport, et je faisais beaucoup de photos, ça a été un moment très enthousiasmant aussi, qui a duré quelques années, et suite à ça, j'ai enchaîné avec une entreprise de communication, hein. On ne s'éloigne pas trop, audiovisuel, photo, communication. Hein, communication, c'est-à-dire la communication visuelle, la création de visuels, d'enseignes publicitaires, de supports publicitaires. Et c'était très enthousiasmant aussi. Et ça m'a amené ensuite à découvrir mon haut potentiel à ce moment-là. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je me suis posé des questions, je te résume ça très vite. Hein. Au potentiel, j'ai dit, waouh, c'est une grosse information, mais je n'en ai pas fait grand-chose au début. J'ai continué dans ma carrière professionnelle, je suis devenu directeur marketing de grosses entreprises qui étaient francophones, dont une existe toujours d'ailleurs. Tu vois, communication, marketing, étude de la psychologie humaine, des leviers émotionnels, etc. Et de directeur marketing, je suis passé comme formateur et conférencier en marketing digital, où j'enseignais justement le marketing éthique bienveillant à des entrepreneurs, et j'en ai fait aussi des conférences. Et à un moment, comme beaucoup de hauts potentiels hypersensibles, burn-out. Et après ce burn-out, reconversion. Donc je te synthétise 2 ans de burn-out et d'après burn-out. Reconversion, grand brainstorming, reconversion, réalignement avec mes valeurs, et donc réalignement sur les hauts potentiels.
Et avec tous les potentiels, j'ai eu l'avantage, avec mon bagage d'entrepreneur formateur, et d'avoir aussi d'autres compétences de par la formation, d'être très aligné avec cette activité, puisque quand j'étais formateur et conférencier, dans le marketing, j'avais beaucoup de formations déjà pour être pédagogue, enseigner, pour connaître la psychologie humaine, et j'en ai fait d'autres pendant cette période de reconversion qui me permettent aujourd'hui d'être un neurothérapeute spécialisé dans le potentiel. Je suis praticien en programmation neurolinguistique, je suis coach certifié, praticien en hypnose clinique, psychopraticien en psychologie, et j'ai été publié avec certains livres. Bon, bref, tout ça pour te dire que voilà, parcours professionnel très éclectique qui m'ont amené à se recentrer vers les hauts potentiels. Alors, question qui nous est arrivée, c'est comment j'ai trouvé les premiers patients en partant de zéro? Question qui viennent beaucoup dans les messages qu'on reçoit. Comment tu fais? Moi, je suis coach, thérapeute, j'ai du mal. Comment est-ce que toi, tu as fait en partant de zéro pour trouver des clients? Alors, savoir que j'avais quelques compétences en marketing, et quand on fait du marketing, notamment du marketing digital, on sait l'importance de la puissance de la communauté. Et là, il faut choisir son canal de communication. Il y en a qui aiment bien communiquer par texte, communiquer par audio, communiquer par vidéo. C'était mon cas, la vidéo, l'audiovisuel, l'image. C'est ce que j'ai choisi pour communiquer. Et donc, avec mes compétences de marketing, j'ai fait une analyse du marché, ce qu'on appelle un benchmark en marketing, une analyse de ce qui se faisait déjà pour les hauts potentiels, ce qu'on proposait, les solutions, est-ce que ça fonctionnait ou pas. Et après avoir analysé tout ça, j'ai fait ce qu'on appelle un test, une bouteille à la mer. J'ai mis quelques vidéos sur YouTube sur des sujets très précis pour savoir s'il y avait justement un retour, un feedback positif des gens qui tombaient sur mes vidéos. Et en méthode empirique, on va dire, c'est-à-dire qu'on essaye, on affine, etc., et bien avec le feedback des premières personnes qui ont vu les vidéos, ça m'a permis d'en faire d'autres et d'enchaîner et de mettre en place cet effet boule de neige pour fonder l'université au potentiel et ensuite en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, en partant de zéro, quelques petites compétences, choisir l'axe par lequel on est le plus à l'aise pour communiquer, et ensuite marcher de manière empirique, avec une méthode empirique de test, d'essai, de se tromper, de repartir avec notre vidéo, etc., pour voir ce qui fonctionne le mieux, pour faire passer son message aux gens qui en ont besoin, tout simplement. Deuxième question. Troisième question, c'était mon premier rapport au monde du travail. On a beaucoup ce type de question-là qui revient au niveau de l'université. Siegfried, quel était ton rapport au monde du travail? Alors, pour tout te dire, j'ai vécu ce qu'on appelle la désillusion du haut potentiel. C'est-à-dire, je t'explique ça, c'est croire que si on fait bien son travail dans son coin, dans le silence, on va être récompensé. Bah non, pas du tout. C'est pas ça, c'était la grosse désillusion. Beaucoup de hauts potentiels hypersensibles font leur travail dans leur coin, le font bien et s'attendent à ce qu'on les félicite ou à s'attendre à ce qu'on se rende compte qu'ils travaillent bien. Malheureusement, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, ça ne se passe pas comme ça. Il faut, c'est la bonne solution, la bonne méthode, il faut bien faire, c'est sûr, mais en plus, il faut savoir le montrer. Ça, c'est pas évident pour les hauts potentiels et les hypersensibles, de montrer qu'on a fait un travail. Et troisième élément de l'équation, il faut éviter ce que j'appelle les ennemis. C'est quoi les ennemis? Ce sont les gens jaloux, parce que parfois, on a des facilités, et les gens qui ont peur, c'est-à-dire qui se disent « Ouh là là, c'est un risque pour moi, s'il travaille bien, s'il fait bien, c'est un risque pour mon poste à moi, il risque de me le prendre. » Donc tu vois que pour la désillusion quand on est potentiel, c'est qu'il faut bien faire, il faut savoir le montrer à qui de droit, à son employeur, à ses clients, à son entourage, et il faut éviter les ennemis qui sont là pour malheureusement mettre des bâtons dans les roues, des gens jaloux, des gens qui ont peur pour leur situation par rapport à ton profil. Donc au début, moi, mon premier rapport au monde du travail, c'était une grosse désillusion. Ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des désillusions par rapport à ça. Mais une grosse désillusion par rapport au fait qu'il ne suffit pas de bien faire son travail. Ça ne suffit pas dans le monde dans lequel nous vivons, dans ce monde d'extraterrestres dans lequel on vit. Il faut en plus savoir le montrer de manière subtile. C'est pas « Hey, regarde le travail que j'ai fait !» C'est savoir comment montrer son travail. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et éviter les ennemis, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas croire que tout le monde est un bisounours comme nous. Tout le monde n'est pas fleur bleue. Il y a des gens
qui vont être vicieusement stratégiques pour t'empêcher de t'épanouir dans ton travail. Malheureusement, et il faut savoir en tenir compte. Donc, pour ma part, j'ai eu quelques ennemis dans le travail, j'ai été obligé d'apprendre à montrer mon travail. Bref, tout ça, c'était une grosse désillusion quand j'ai commencé à travailler. Donc, mon premier rapport au monde du travail, ça a été une grosse désillusion par rapport au monde tel que je l'idéalisais en tant que haut potentiel. Autre question qui revient souvent, c'est quel est ton rapport à l'argent, Siegfried? Donc, j'en ai un petit peu parlé au début, mais là, je vais aller plus loin pour te livrer quelques secrets. Mon rapport à l'argent a été très problématique dans la première moitié de ma vie. Heureusement que je me suis formé et que j'ai eu des déclics qui ont été salvateurs. Je vais t'en parler, justement, parce que c'est le parcours du haut potentiel. Mon moi d'avant pensait, et se trompait, entre guillemets, que les riches sont pourris, qu'on ne peut pas devenir riche en étant honnête, et que l'argent, quand on commence à en avoir, ça rend vil et ça rend méprisable. Ça, c'était mes pensées de moi d'avant, qui m'ont été gravées, on veut dire, dans mon logiciel de réflexion, par mes parents, pour mon entourage. Les riches, c'est des pourris, on ne peut pas devenir riche si on est honnête, si tu n'es pas honnête, tu ne peux pas, l'argent, ça rend méprisable, etc. Ça, c'était mon moi d'avant qui se trompait. Heureusement, comme je te disais, il y a eu des déclics. Les déclics, on ne les a pas en restant assis sur son fauteuil. Il faut se former. Moi, j'ai énormément lu, je me suis énormément formé. Comme un haut potentiel, je suis allé prendre des informations un petit peu de partout pour aller synthétiser beaucoup d'informations et le modéliser. Et ces modèles m'ont permis d'avoir des déclics. Je vais te dire quels sont les déclics quand même, que tu repartes à quelque chose. Premier déclic, c'est que l'argent, comme je te le disais tout à l'heure, est un outil. C'est une énergie, un outil qui te permet d'avoir des choses, de faire des choses. Ça ne doit pas être une finalité. Tu peux avoir pour les plus âgés d'entre nous l'image de l'oncle Picsou qui, dans son gros coffre-fort, accumule de l'argent comme ça. Ça n'a aucun intérêt. L'argent est un outil qui te permet de faire, de devenir, d'avoir des choses intéressantes. Et c'est un multiplicateur, comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça te multiplie qui tu es vraiment déjà. Ça ne te transforme pas. C'est pas l'argent qui te transforme. L'argent n'est pas mauvais. Deuxième déclic, c'est que, et ça je me rappelle encore ce jour-là où ça m'est arrivé, où j'avais reçu sur mon petit bureau une lettre, je crois, des impôts, je sais pas quoi. J'ai dit, bon, ça encore, c'est pas possible, de l'argent qui me demande tout ça. Et j'ai eu un déclic qui venait des formations, mais que je n'avais pas intégré, je l'avais lu, je le comprenais, mais je ne l'avais pas intégré. Ce jour-là, je l'ai compris. C'est quoi? C'est si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras ce que tu as toujours eu. Alors, c'est une déformation d'une phrase qu'a dit Einstein à un moment. Ça veut dire quoi? Que tu ne peux pas avoir un résultat différent dans ta vie économique, par exemple, dans ta vie financière, si tu fais toujours la même chose. Si tu as toujours les mêmes réflexes dans ta manière de travailler, d'encaisser, de placer l'argent, de le garder, pas le garder, si tu fais toujours pareil et que tous les jours tu dis « mais c'est pas possible, pourquoi ça change pas ?» C'est parce que tu fais toujours la même chose. Donc si tu veux que ça change ta relation avec l'argent, il faut que tu changes ta manière de faire. Mais il ne faut pas changer de manière superficielle, il faut changer de manière profonde sa manière de faire. C'est un reformatage interne. Et ça, c'est un gros déclic, déjà de ne plus faire ce que tu fais jusqu'à présent. Donc, l'argent est un outil, un multiplicateur. Il faut changer ta manière de faire pour changer ton rapport à l'argent. Et pour devenir riche et libre de créer la vie de ses rêves et développer des projets ambitieux, il faut changer ce fameux mindset, changer son état d'esprit. Et on en arrive, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais à supprimer des pensées limitantes. Non, je ne suis pas fait pour gagner de l'argent. Non, lorsqu'on commence, entre guillemets, pauvre, on ne peut pas devenir riche. Des pensées qui te limitent, qui te mettent un plafond de verre pour t'épanouir. Alors que oui, pour devenir riche et libre de créer la vie de ses rêves et développer des projets ambitieux, il faut changer ses pensées limitantes. Donc changer tes habitudes, mais aussi, donc tes habitudes c'est horizontal, et changer son mindset, ses pensées limitantes, c'est changer au niveau vertical. Et ça c'est très important. Donc l'argent est un outil multiplicateur, il faut changer tes habitudes, il faut changer tes pensées limitantes. Et surtout, ça en découle un petit peu, il faut avoir des prises de conscience par rapport au rapport à l'argent. On va être détesté par une partie de la population à partir du moment où on gagne plus que la moyenne. C'est un fait. Moi, avant, j'étais comme ça.
les riches des pourris, je comprends qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Siegfried, c'est un pourri, machin, blablabla ». Je suis loin d'être riche comme Bill Gates ou que Elon Musk, hein, je vois toute relation gardée, mais à partir du moment où on dépasse la moyenne de ce qu'on gagne dans son pays, on va être détesté par une partie de la population, et c'est un fait. On n'a qu'à voir le nombre de haters, bref, c'est un fait. Et surtout, la deuxième prise de conscience par rapport à ça, c'est qu'on va perdre des amis, des connaissances, qui ne sont plus sur le même plan de réflexion, le même plan d'énergie. Hein, je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur la désintégration positive de Dabrowski. On gravit tous dans sa vie des étapes, des paliers, par des prises de conscience, par des évolutions, ce qu'on appelle le développement personnel. Et il y a un moment où la marche que l'on gravit, on laisse dans la marche d'en dessous des amis et des connaissances. Et tant qu'eux n'ont pas gravi cette marche-là, c'est pas qu'on ne peut plus, c'est que les sujets de conversation, il y a une incompréhension. Et donc automatiquement, on va perdre des amis parce qu'on ne peut plus parler des mêmes choses. On va perdre des connaissances parce qu'on ne peut plus parler des mêmes choses sur le même plan de réflexion et le même plan d'énergie. Ça, c'est des prises de conscience qu'il faut avoir. Mon mois d'après, après avoir intégré tout ça, qu'est-ce qu'il a eu? C'est la sensation d'avoir libéré son pouvoir intérieur. C'est ce qu'on appelle, en quelque sorte, attirer l'abondance avec les bons mécanismes. Mais certains disent « j'attire l'abondance, je veux attirer l'abondance, j'envoie un message à l'univers ». C'est bien, mais c'est insuffisant. Il faut mettre en place des mécanismes, et les mécanismes, c'est ce que je viens de t'expliquer. C'est quoi? C'est comprendre que l'argent est un outil, un multiplicateur. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras les résultats que tu as toujours obtenus. Pour devenir riche et libre de créer la vie de ses rêves, il faut se libérer de ses pensées limitantes, et il faut avoir une prise de conscience que ça ne va pas être tout rose, on va perdre des gens dans ce parcours-là, tout simplement. Donc ça, c'est la première partie. Donc l'argent, mon rapport à l'argent aujourd'hui est très libre, mais je vais t'en parler dans la prochaine question. Attention, mise en garde, on ne peut pas en parler avec tout le monde. Donc, prochaine question qui nous est souvent posée, et qu'on me pose souvent en ce moment, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est Siegfried, est-ce que tu t'en sors financièrement? Je suis coach, je suis thérapeute. Moi, de mon côté, ça change, c'est la galère, ça pique un peu du nez. Est-ce que toi, tu t'en sors financièrement, Siegfried, en ce moment? Donc, oui, très bien. C'est la réponse courte. Mais, mise en garde par rapport à ça. Première mise en garde, c'est que en France, il est contraire à la bienséance de parler d'argent. C'est comme ça, on prend l'avion, on va aux États-Unis, ils sont très décomplexés pour parler de ça. En France, c'est compliqué de parler d'argent. Et on ne peut pas parler d'argent avec tout le monde au risque de choquer ou d'être mal compris. C'est ce que je te disais tout à l'heure, dans le fait qu'on perd des amis, des connaissances quand on évolue dans cette prise de conscience, et des prises de revenus aussi. On ne peut pas parler d'argent avec tout le monde, parce que certaines personnes vont être choquées, vont dire « Mais moi, je gagne 1500 ou 2000 euros par mois. Comment ça? Tu gagnes 10, 20, 100 fois plus ?» Mais c'est indécent de gagner plus. C'est là où on ne peut plus parler des mêmes choses, parce que le niveau de réflexion, le niveau de compréhension de l'argent n'est plus le même. C'est peut-être ce que tu es en train de te dire. Il me parle de 10 fois 2000 euros, ça fait 20 000 euros. 100 fois, ça fait 200 000 euros. Mais combien il gagne? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est indécent de gagner ça. Qu'est-ce qu'on en fait de tout cet argent? Mais justement, c'est la question, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? C'est ce que je te disais. Soit on l'accumule, et là, il n'y a aucun intérêt parce que l'argent ne circule plus comme une énergie. Mais quand on le réutilise pour développer des projets intéressants, ambitieux, là, ça devient intéressant. Donc, petit rappel sur l'argent comme outil pour développer des projets. Quand on gagne de l'argent, comme je te disais, si on l'accumule, c'est pas bon. Mais si tu l'utilises pour employer des coachs, des thérapeutes qui vont aider d'autres personnes, si tu l'utilises pour employer des techniciens web qui vont permettre d'aller développer, d'aller propager le message, si tu l'utilises pour engager des psychologues pour créer un nouveau bilan de détection plus précis pour les hauts potentiels, et que ça va toucher plus de personnes, ça va être plus de personnes, c'est intéressant. Si tu utilises cet argent pour créer une université physique en présentiel pour aider des personnes, là ça devient intéressant. Si tu utilises cet argent pour financer des recherches scientifiques sur le potentiel, là ça devient intéressant. Parce qu'aujourd'hui, les recherches scientifiques sur le potentiel, il y en a zéro. Aucun financement, ça n'intéresse personne. Donc il faut bien qu'un jour, il y ait quelqu'un qui se dise, nous en tout cas dans la mission, de dire, on espère pouvoir débloquer un budget
pour des recherches scientifiques. Mais ça coûte, je vais vous le dire, une blinde. On s'est renseigné. Louer une IRM fonctionnelle, une imagerie par résonance magnétique pour étudier le fonctionnement du cerveau, c'est très très cher. Donc c'est pas en gagnant 1000 ou 2000 euros par mois qu'on va pouvoir développer des choses. Donc etc. Il y a beaucoup de projets. C'est pour ça quand on dit mais c'est pas possible, ils gagnent. Quand on parle d'argent, gagner autant d'argent, c'est indécent. Mais tout dépend comment on utilise cet argent et quel levier on utilise pour que ça fasse avancer le schmilblick. Tu comprends? Et surtout, l'utiliser pour accomplir la mission de l'université des hauts potentiels. Je vais t'en reparler un petit peu plus tard. Bref. Donc, ça c'est une partie sur la question est-ce que tu t'en sors financièrement. La deuxième réponse, c'est qu'il y a une erreur que beaucoup de gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'ont pas vécu tout ça, c'est l'erreur de croire que l'argent, une fois qu'on en gagne, on en gagnera toujours. Pourquoi? Parce que quand on est salarié, on a un salaire. Et logiquement, pour 99,9% des gens, on va soit garder ce salaire toute sa vie, soit avoir des augmentations progressives toute sa vie. Donc, quand on a un salaire, on a un mindset en se disant « ce que je gagne aujourd'hui, je le gagnerai toujours demain et j'en gagnerai peut-être un petit peu plus ». Lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on est entrepreneur, c'est pas du tout ça. On n'en gagnera pas toujours de la même manière. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pourquoi? Parce que tout change tous les 2-3 ans aujourd'hui. Tout change au niveau, pourquoi? Parce qu'il y a une accélération des comportements sociaux et dans les habitudes de faire, dans la manière de s'informer, de se former, de dépenser l'argent, etc. Ça change tous les 2-3 ans. Donc si aujourd'hui, tu n'évolues pas avec tous ces changements-là, eh bien effectivement, tu risques dans 2 ou 3 ans d'être has-been, out. Donc on est tout le temps obligé d'avoir des nouveaux challenges, de prendre en compte ce qui se passe. Là, par exemple, en ce moment, la crise, la guerre modifie beaucoup les comportements sociaux. Quand il y a eu la pandémie, ça a énormément modifié les comportements sociaux. Et si nous, en tant qu'entrepreneurs indépendants, on ne s'adapte pas, ben on n'a pas le salaire qui arrive tous les mois à la fin, quoi qu'on fasse. Donc, il y a un risque là-dedans de se remettre en question. Et surtout, avec tout ça, quand il faut s'adapter, il faut aussi arriver à garder le cap de notre fameuse vision. Quand on est entrepreneur indépendant, on a une vision de ce qu'on veut faire. Petit rappel sur la vision de l'université que je vais te faire, mais la vision, c'est le cap qu'on doit garder. Et si tu dis, oh là là, en ce moment, c'est la crise, ça va pas, il y a des problèmes, tout ça, allez, je change carrément, allez, je fais autre chose. Là, on ne garde plus le cap, là, on s'éparpille dans tous les sens et on n'avance plus dans la bonne direction. Donc, rappel sur la vision et la mission. Qu'est-ce que c'est que la vision et la mission? La vision, c'est la cible que tu veux atteindre dans ta vie. Je veux, d'ici 5, 10, 15, 20 ans, atteindre ça pour moi, pour mon entourage, pour la communauté autour de moi. C'est la cible, la vision. Et la mission, c'est ce que tu fais aujourd'hui, au quotidien, pour atteindre cette vision-là. Donc, vision et mission, c'est très important quand on est entrepreneur indépendant, aussi très important quand on est, pour les gens qui ne sont pas entrepreneurs, mais quand on est entrepreneur, c'est très important, la vision et la mission, ça nous permet de garder le cap. Rappel sur la vision, notre vision, à l'Université de Potentiel, c'est de co-créer un monde meilleur grâce à un mouvement international de haut potentiel dont la mission sera de créer et d'innover dans différentes thématiques que sont la santé physique, le développement, l'épanouissement de la personne et l'abondance. C'est créer une sorte de nouveau monde, plus positif. Ça, c'est notre vision. Et notre mission aujourd'hui, c'est de créer une communauté d'1 million de hauts potentiels d'ici les 10 prochaines années pour les aider à canaliser leur surefficience afin qu'ils apprennent à s'épanouir avec leur douance et utiliser leur plein potentiel. C'est ça cette mission aujourd'hui qui va nous permettre d'ici 10, 15, 20 ans d'atteindre cette vision de co-créer un monde meilleur. Donc la vision, elle ne doit pas changer. Par contre, notre mission, elle peut évoluer en fonction de ce qui se passe. Et on peut louvoyer comme ça pour retrouver toujours le même cap, mais jamais trop s'écarter pour faire quelque chose de différent. En grosse différence entre vision et mission. Et troisième réponse par rapport à cette question, je développe, c'est presque des mini-formations, on me dit toujours est-ce que tu t'en sors financièrement? C'est qu'il faut prendre en compte qu'il y a de l'argent pour tous les coachs. Il
faut comprendre que l'argent, c'est comme le soleil. Le soleil, il se lève le matin et il éclaire tout le monde. Le soleil, il n'est pas jaloux. Il n'a pas juste éclairé une certaine partie des gens et mettre dans l'ombre une autre. Le soleil, éclaire tout le monde. Bon, je ne te parle pas de ceux qui sont à l'ombre d'un arbre, mais tu comprends l'image. Le soleil se lève pour tout le monde. Il y a des gens qui vont essayer de te faire de l'ombre, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Mais l'argent, il y en a assez pour tous les coachs et les thérapeutes. Mais encore faut-il savoir comment s'y prendre au niveau professionnel, avec ses capacités, faire du bon travail, savoir le montrer, comme je te disais tout à l'heure, savoir éviter les ennemis aussi, et savoir communiquer par rapport à tout ça pour attirer les bonnes personnes, attirer les bons clients. Hein. Donc j'en profite pour faire un petit teasing. On va ouvrir cette année, dans pas très longtemps, dans quelques jours, une formation pour les coachs et les thérapeutes, une formation certifiante, ou pour les personnels de la santé aussi, qui va permettre d'apprendre à coacher, à encadrer les hauts potentiels, à savoir lancer une activité en coach-thérapeute. Bref, je ne vais pas te faire tout ça, mais si c'est intéressé, ça va arriver très rapidement. Donc, il y a de l'argent pour tout le monde. Encore faut-il savoir comment s'y prendre pour justement faire que ça se passe bien, malgré les contraintes, malgré les challenges. Donc voilà un petit peu pour ce tour des questions qui nous viennent en ce moment très souvent, des questions qui sont un petit peu parfois des questions angoissées, des questions stressées, des questions personnelles, c'est-à-dire mais comment tu as fait tout ça pour en arriver là et comment on peut faire nous aussi, est-ce que tu as des conseils pour que ça se passe bien? Je vous ai donné un petit aperçu comme ça, j'espère que ce ne sera pas pris de manière prétentieuse, mais vraiment pour que ça résonne, qu'il y ait un écho avec la vie des coachs et des thérapeutes, et pour que on avance vers cette mission. N'oublie pas que chaque nouveau sujet est créé en fonction de tes commentaires. La preuve, la vidéo d'aujourd'hui. Donc, commente pour donner ton avis et proposer de nouveaux sujets. Tu sais que tu peux dès à présent, je le répète, télécharger une première formation. Tu vois, ça en fait partie. Beaucoup de gens vont dire « Siegfried, tu fais que répéter, que répéter ». Ça fait partie de montrer son travail, expliquer qu'il y a cette porte ouverte pour les gens. Donc, tu sais que dès à présent, tu peux télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel. Tu peux le faire avec un lien qui est en description de cette vidéo ou du podcast. Là, c'est un appel à l'action pour que les gens qui en ont besoin soient intéressés. Bref, je ne vais pas faire de la métacognition ou de la métaformation. On est dedans. On est une communauté, on avance ensemble. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est ce que disait Nelson Mandela. Si ça n'a pas marché pour toi jusqu'aujourd'hui, c'est que tu n'as pas le bon mode d'emploi. Donc, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Agis maintenant et surtout que la force soit avec toi.